Salut à tous, on est de retour, c'est Bismart, on est de retour pour une émission d'interview, comme on en fait régulièrement, allez, tous les 15 jours, peut-être même que ça va s'accélérer d'ailleurs une fois par semaine. Interview, bah oui, alors ça permet de faire le point sur un certain nombre de dossiers, alors pour le coup assez techniques, ce qu'on va faire d'ailleurs en partie dans cette émission, et puis ça permet aussi de discuter avec les gens qu'on aime bien, ce qu'on va faire aussi dans cette émission. Voilà, au programme, Thibault Langsad, vous connaissez forcément, c'est vrai qu'on connaît moins alors non pas l'entrepreneur, parce que c'est pas une boîte qu'il a fondée, mais enfin le PDG, t'es PDG, hein, Thibault, voilà, le PDG d'une boîte qui s'appelait Jouve, qui s'appelle maintenant Lumines, il va tout nous expliquer. Puis derrière, il y a tout le discours évidemment de Thibault, ancien responsable du MEDEF, autour de la situation économique. Ensuite, un homme que j'ai pas entendu depuis très longtemps en fait, Jean-Louis Constanza. Il avait démarré dans les télécoms, c'est le premier, mais il y a plus de 20 ans, qui nous avait expliqué ce que c'était à l'époque les MVNO, les opérateurs virtuels, il en avait lancé un d'ailleurs, etc. Enfin bref, super entrepreneur, et qui là est dans un combat qui est aussi un combat personnel, autour de Wondercraft, vous verrez ça, on vous expliquera ça, l'exosquelette pour faire se lever ceux qui sont... paralytiques, mais pas seulement d'ailleurs, hein, l'ensemble de ceux qui ne peuvent plus se lever, mais vous verrez, il y a une dimension personnelle aussi. Et puis on terminera ressources humaines, télétravail, tout ça. Allez, c'est parti, c'est Bismart. Donc, on démarre avec Thibault Langsad. Salut Thibault. Bonjour. Et alors, je le dis d'un mot, Thibault, mais on va démarrer par parler de ce qui s'appelait Jouve, ce qui s'appelle maintenant Lumines. Je le dis d'un mot, bouge-toi les oreilles, pas de commentaires, mais j'aime bien en fait quand les responsables patronaux, ça m'avait fait ça avec Denis Kessler. C'est ça, c'était Denis Kessler, patron de la SCOR, qui a eu des résultats incroyables. Et quand les responsables patronaux ont de bons résultats, quand ensuite ils vont diriger des boîtes. Voilà, je trouve que ça crédibilise finalement tout ce que tu as pu dire et tout ce que tu as pu faire. Voilà, je tenais à le dire parce que, donc là, on touche du bois, voilà, on ne va pas insulter l'avenir. Mais donc, tu es arrivé à la tête de cette boîte qui s'appelle Jouve il y a combien de temps ? Il y a 5 ans. Il y a 5 ans. Et tu as quoi ? Triplé le chiffre d'affaires ? Alors, on est en train de doubler le chiffre d'affaires. Tu es en train de doubler le chiffre d'affaires. On est en train de remonter la profitabilité. Oui, on multiplie par 3 la profitabilité. Jouve était une ETI française classique, très tournée sur les métiers de l'impression. Ouais, c'est intéressant. Raconte, c'est une imprimerie mais qui avait déjà commencé à faire un grand pivot digital. Exactement. On avait commencé la transition numérique dans les années 90 sur la digitalisation du papier. Voilà. Qu'on mettait sur des CD-ROM, on faisait de l'extraction d'informations au travers des documents. Puis on était monté aussi sur des métiers de composition. Donc avant d'imprimer, on mettait en forme, en page, on va dire le document. Et puis on a accéléré la transition numérique pour aller sur des activités dites BPO, donc du Business Processing Outsourcing, donc faire la délégation de gestion sur des flux documentaires. Et puis on a totalement quitté il y a 2 ans les métiers d'imprimerie, où j'ai vendu les métiers d'imprimerie. On est devenu une entreprise 100% digitale. J'avais voulu changer de nom à cette époque-là, puis est arrivée la crise Covid. Et puis, on n'a pas pu communiquer. Mais 100% digital avec, alors si je ne me trompe pas, une spécialisation autour des brevets et de l'ensemble de ce qu'il faut mettre en place pour obtenir ces brevets. Mais ça, il y a 5 ans, ce n'est pas du tout dans le portefeuille d'activité de... Alors, si c'était déjà dans le portefeuille, d'activité. On faisait déjà du traitement de brevets pour l'Office européen des brevets, pour l'Office mondial des brevets. On a gagné, fort de ce savoir-faire, l'Office allemand des brevets, et puis on a gagné en juin dernier l'Office américain des brevets. Tu peux m'expliquer ce que c'est que le... C'est très simple. Vas-y. Quand une entreprise dépose un brevet, elle envoie un flux documentaire. Elle envoie un descriptif de son brevet, elle envoie des schémas, des dessins, des articles de presse, la description d'arrêt de son brevet. Tout ce flux documentaire, il arrive à l'office qui va regarder, essayer de le mettre en forme, comprendre pour identifier le caractère innovant. Nous, ce que nous faisons, c'est que nous recevons tout ce flux, généralement par mail, on le craque, c'est-à-dire tous les documents qui sont du PDF, du Word, des images, on le synthétise, on le met sur un seul document. On enrichit le document parce qu'on a un historique de documents brevets et on facilite au travers de cela l'identification du caractère innovant. Et l'ingénieur qui va identifier le brevet, il va passer à peu près une demi-heure sur le dossier, là où il pouvait passer quelques journées. Et donc, on facilite un flux documentaire de façon quasiment instantanée, puisque ce sont des algorithmes qui travaillent derrière. Alors, quand vous déposez 150 000 brevets par an, les Américains en déposent plus de 250 000, eh bien,
facilite le traitement, ce qui permet à l'entreprise de pouvoir obtenir son brevet beaucoup plus rapidement. Et ça a quelle part dans ton chiffre? Donc c'est, on va en dire un mot, la clé d'un contrat très important que tu as obtenu aux États-Unis, mais c'est quelle part de ton chiffre d'affaires ça aujourd'hui, cette spécialisation? Aujourd'hui, on fait à peu près 100 millions d'euros de chiffre d'affaires et sur la partie brevet, on est à peu près autour de 15 millions. Ah oui, donc c'est pas si important que ça finalement, ça va monter en puissance. Ça va monter en puissance. Et c'est venu en lumière parce que c'est le fameux contrat américain. Exactement, et nous allons doubler notre chiffre d'affaires en partie avec notre contrat américain. Alors ça, il faut en parler parce que c'est là qu'on commence à tirer des enseignements quand même très très intéressants sur la vie des entreprises. Donc, tu l'as dit, Jouve, 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il y a du monde, enfin Jouve, Lumines, je ne m'y fais pas encore. 2000 personnes, hein, c'est ça, c'est 2000 personnes. Hein. Un peu moins de 2000 personnes. Un peu moins de 2000 personnes. Je crois que tu l'as dit plus ou moins. Donc, les États-Unis te confient quoi? Tu vas processer l'ensemble des brevets qui seront déposés aux États-Unis? Exactement, auprès de l'Office américain des brevets, l'équivalent de l'INPI français. Et ce qui te bluffe, c'est qu'ils ont confié ça à une ETI, et même une petite ETI, quasiment une grosse PME, française. Eh oui. Mais c'est là où les Américains sont extrêmement pragmatiques. Les Américains, ils se disent, voilà, on a un flux documentaire brevet qui est très lourd, on n'est probablement pas les meilleurs pour gérer ça. Regardons ce qui se passe sur le marché. On va voir l'Europe, puisque l'Europe dépose à peu près le même nombre de brevets que les Américains. Ils vont interroger l'Office européen des brevets pour dire comment vous travaillez. L'Office européen des brevets dit, voilà, nous on a des prestataires, on est identifiés, les Américains viennent nous voir. Les Américains disent, bah écoutez, ça nous intéresse, faites-nous une preuve de concept. Bon. Je dis, je veux bien, mais une preuve de concept, ça va nous coûter un peu de sous. Ah non, on vous paye. On vous paye la preuve de concept. Et le montant qu'ils payent, je vais taire les montants, c'est à peu près un de mes gros contrats que j'ai chez Lumines. Alors ils payent. Alors, ils disent, bah, c'est super. Est-ce que vous êtes prêts à concourir à un appel d'offres pour juste émettre des informations? Alors, on dit oui. Puis après on dit, ah, bah, c'est super, vous avez bien répondu à ce RFI. Est-ce que vous êtes prêt à répondre à un appel d'offres, c'est-à-dire avec un pricing de ce que vous mettez en œuvre? Ben oui. Et après, on dit, ben voilà, maintenant vous êtes détenteur du marché. Alors la petite histoire, c'est mais c'est complètement dingue. C'est eux qui sont venus te chercher. C'est eux qui sont venus me chercher. Après, on a répondu, hein, on a preuvé. Bien sûr, non, tu l'as très bien décrit. Et après, il dit, voilà, le marché, il est 1,4 milliard. On vous demande de développer aux États-Unis, de mettre en place 1000 personnes. Bon. Et on veut que vous soyez prêts dans un an. Et pour ça, on vous donne l'équivalent à peu près de 100 millions pour mettre en œuvre le dispositif. Et quand on m'a dit ça, j'ai dit, bon bah, c'est super, mais il y a un moment, ils vont me demander une garantie d'exécution, ils vont me demander une garantie financière, ou tout simplement, ils vont réaliser que mes fonds propres correspondent pas à la taille du marché, ou que ce qu'on dit souvent en France ou en Europe, bah, vous êtes en position de client unique, dépendance économique. Dépendance économique, donc je me suis dit, c'est non, mais attends, moi c'est l'entrepreneur. Tu sais, il y avait une pub pour la Société Générale que j'adorais, forcément tu t'en souviens. Le gars visite l'usine, le gars fait des lampes, ou des chaises, ou des lampes. Il visite l'usine, et tout à coup, le gars, vous en prenez combien? 10, 20, non 2000, et il se tourne vers son chef d'atelier. Genre, on le fait pas. Moi, c'est ça qui m'intéresse. À un moment, tu te dis, mais est-ce que je vais pas mettre la boîte par terre, à courir derrière quelque chose qui est beaucoup trop grand pour moi? Et plus on posait de questions aux États-Unis, enfin aux Américains, pour leur dire, mais attendez, on comprend pas, un peu à la française. Plus les Américains nous disaient, mais attendez, vous n'avez pas confiance? Vous le voulez, vous ne voulez pas ce contrat? Alors on s'est dit, on ne va pas proposer trop de questions. Et on s'est dit, mais c'est immense comme marché au regard de ce que l'on a, on va dire, en termes d'équipement. Maintenant, le challenge est énorme parce qu'on développe tout aux États-Unis. Et oui, ça c'est... Mais d'ailleurs, je le dirais d'un mot, ça me fait furieusement penser à l'aventure de Rolia, les horloges atomiques. Il est parti. Est-ce que, Thibault, il va falloir que tu partes aux États-Unis pour monter le truc, quoi? Ah bah, on est, en tout cas, une partie Jean-Yves des Courtois, équipes... le patron de Rolia, il a dû partir aux États-Unis. Une partie des équipes sont aux États-Unis. La vigilance des Américains, elles sont liées pour le moment sur la problématique cyber. Hein. C'est-à-dire qu'il faut qu'on développe aux États-Unis. Il faut se rendre compte qu'il y a des endroits dans l'usine de services qu'on va monter auxquels je n'aurai pas le droit d'aller parce que je ne suis pas citoyen américain. Quelle histoire! Et donc, je suis obligé de recruter, dans l'entreprise qui appartient au groupe, hein, eh bien, des citoyens américains pour pouvoir traiter cette donnée. Donc, on est en train de réfléchir comment on peut le monter, sachant que le savoir, hein, ce que l'on fait, le moteur hein, est en France, hein, est entre Lens et Mayenne. Eh bien, il faut qu'on fasse une partie d'un transfert technologique
dont on reste pleinement propriétaire, mais dont les Américains ont absolument Exigé que ce soit sur leur pour sol. que ce soit totalement sécurité. Et depuis ce qui s'est passé aux États-Unis, depuis l'affaire SolarWinds, à l'idée d'avoir un partenaire qui puisse être branché. Il faut que tu me rappelles SolarWinds. Alors, SolarWinds, c'est des fameuses mises à jour qui ont été faites par très juste. Des codes. L'administration américaine, voilà, l'administration américaine a été piratée par l'un de ses prestataires, involontairement d'ailleurs. On prend le meilleur, mais vraiment, on veut s'assurer que tous les protocoles, tous les codages, eh bien, vous en ayez la pleine maîtrise et que les citoyens américains en aient la pleine maîtrise pour pas qu'on ait cheval de Troie dans notre administration. C'est passionnant hein, sur on ne va pas l'amener maintenant, mais la réflexion sur ce concept très important de souveraineté qui revient en flèche aujourd'hui, la façon dont tu racontes cette histoire, je trouve que c'est très intéressant. Alors je peux même rajouter un petit point, c'est que c'est intéressant à mon avis pour la campagne présidentielle, mais surtout pour l'Europe. Quand on gagne un deal de 1,4 milliard aux États-Unis, j'ai 20% de ce chiffre d'affaires qui doit être généré par des small business américains. 20% de ce chiffre d'affaires, alors c'est compliqué, hein, c'est pas une tâche facile, où je dois trouver des TPE et des PME américaines pour les embarquer dans mon projet. Et ça, c'est pour moi une contrainte. Pour moi, c'est une contrainte. Ouais. Mais c'est la contrepartie, on va dire, de ce qu'on appelle l'American Act, pour pouvoir embarquer les petites entreprises dans des marchés publics. Après, on va dire, les secteurs basiques, services aux entreprises, transport, restauration, etc., peuvent compter dans ces 20%. Ah, bien sûr. Oui, voilà. J'embarque tout le monde. Ça rend le truc un petit Les cabinets de recrutement, j'embarque tout le monde. Et le truc, donc, tu dis, en fait, en France aujourd'hui, même si le gouvernement avait voulu le faire, c'est pas possible. Il n'aurait pas eu le droit de le faire. Non, voilà. Je pense qu'il m'aurait dit, vous vous adossez à Atos, à Soprasteria, à Accenture, à Capgemini, parce que la faiblesse de vos fonds propres, la taille de vos fonds propres ne sont pas adaptés au marché. Parce que c'est cette question de dépendance économique. Oui, voilà. Y a plein tu de es trop dépendant d'un seul contrat. Oui, alors ce qui me fait doucement rigoler, parce que mon ambition n'est pas de terminer entre les mains de l'État si jamais il y avait une difficulté. Mais voilà, il y a certains appels d'offres en France où je n'ai pas le chiffre d'affaires critique pour pouvoir y répondre. Donc, je peux m'adosser, mais mon adossement, d'abord, il est dangereux. Parce que je peux avoir, pour le coup, un transfert de technologie non maîtrisé auprès de mon partenaire. Ah bah oui. Et puis, je suis dépendant de mon partenaire. C'est pas moi qui réponds conjointement. Généralement, je suis sous la tutelle d'un partenaire qui m'impose ses conditions. Donc, l'ancien vice-président du MEDEF en charge des PME, il dit quoi? Il dit qu'il faut absolument transformer ces affaires de dépendance économique. Je pense qu'il faut transformer ces affaires de dépendance économique. Puis en plus, ça a un autre point, c'est que finalement, ça ne fait que concentrer les gros marchés auprès des gros acteurs. Et on reproduit après des silos. Des silos parce que l'acteur embarque les partenaires qu'il a envie d'embarquer et on est dans son mindset, on est dans sa logique. Donc, quand on construit, on va dire, toute la politique de santé, eh bien, il y a un moment où on construit un hub, un silo. Et puis, on confie toute la partie hébergement à Microsoft. Voilà. Parce qu'on est embriqué dans une logique sans se poser la question de se dire, mais bon Dieu, on a peut-être des partenaires français qui pourraient répondre sur la problématique d'hébergement. Mais moi, pour le coup, ça m'intéresse beaucoup tout ce que tu viens de me raconter. Enfin, l'affaire Microsoft, Health Data Hub, ou même l'alliance Thales-Google, etc., je la vois différemment maintenant que tu m'as raconté tout ce que tu viens de me raconter, parce que ça veut dire que les Américains, finalement, font la même chose. Et la question de la localisation, des data centers, des informations, voilà, elle est clé. Elle est clé. Je pensais qu'elle était anecdotique, elle est clé. Après, ils sont pragmatiques. Hein. Ils disent la meilleure entreprise pour la solution qu'on veut pour l'Office américain des brevets, c'est Lumines. C'est Lumines. En continuant, mais vous venez aux États-Unis, on met en place les firewalls et vous traitez en plus avec des PME américaines. Et t'es vraiment meilleur que tes concurrents? Je le dis comme ça entre nous. Oui, parce que c'est public. Non mais attendez, on verra. Parce que t'es le seul en fait à proposer cette solution aujourd'hui au monde. Je suis le seul à proposer une solution aussi digitalisée, fort du track record que j'ai avec l'Office européen des brevets, l'INPI allemand, l'INPI suisse. Et donc ils ont examiné et ils en ont fait la preuve. Et tu avais une activité aussi de digitalisation de documents d'identité. Alors ça, je le conserve. Voilà. Ça reste. Ça doit donner confiance aussi, c'est-à-dire que tu as un crédit auprès des autorités publiques. Exactement. Notre métier, c'est quoi? C'est qu'on avait des flux documentaires papier. On digitalisait le papier, on les scannait, et puis on en mettait un numéro sur un PDF. Après, ça a été de prendre l'information à l'intérieur du document, et maintenant, nous gérons de la data. Nous travaillons pour toutes les banques et nous faisons ce qu'on appelle la rémédiation. C'est quand on encouvre un compte bancaire, on prend la pièce d'identité, le certificat de domicile, un bulletin de paie, on met ces 3 documents en cohérence et instantanément, en quelques secondes,
on fait l'authentification forte qui permet d'ouvrir le compte en banque. Bon, c'est bien. Ah, c'est une belle histoire. C'est une belle histoire, mais tout ceci se fait avec une équipe formidable. Non, le MEDEF. Si, ça te manque, on va en parler, c'est la deuxième partie de cette interview, ça te manque un peu quand même. Non, mais entre nous. Non, mais moi je suis un acteur, un entrepreneur, et j'essaye d'être engagé. Mon équilibre, il est en tant que chef d'entreprise, mais sous une forme d'engagement. Après, il faut doser l'engagement, parce que le MEDEF est une machine aspirante, elle est passionnante. Mais ça peut être nos limites. Donc, il y a un moment, il faut retrouver des équilibres. C'était au départ, quand les actionnaires de Jouve, alors, puisque c'était Jouve, t'ont appelé, le deal, il était déjà là, c'est-à-dire, vous étiez d'accord sur le fait que tu allais être un patron, un vrai patron, mais que... Ouais, il y avait un deal qui était de dire... Tu continuerais à intervenir dans le débat public. Exactement, parce que ça, j'ai des prises de parole, il faut quand même l'expliquer. En revanche, j'avais également dealé... une baisse de mes activités patronales qui était plus compatible avec mon activité aujourd'hui. Alors donc, l'un de tes combats, l'un de tes autres combats, et alors il se trouve qu'on est en plein dedans là, c'est l'histoire du dividende salarié, c'est l'histoire de la participation et de l'ensemble de ces dispositifs. Tu m'as beaucoup surpris, Thibault. Alors, si Valérie Pécresse avait sorti ça, ça m'aurait moins surpris, mais de lier donc ton idée, ce que tu soumets au candidat à la présidentielle comme idée, c'est le lien entre distribution des dividendes et établissement dans l'entreprise d'un dispositif de partage du profit, quel qu'il soit. C'est ça le truc. Hein. Oui, alors, c'est exactement ça, si ce n'est que je pars de la participation existante que je renforce. Donc, je ne crée pas un énième dispositif. Donc, le dividende salarié que je propose de mettre en place n'est pas un dispositif complémentaire à la participation à l'intéressement, c'est un renforcement du mécanisme de participation. Mais aujourd'hui, alors je parle sous ton contrôle, hein, puisque ce sont tes chiffres, c'est 15% des boîtes françaises à peu près qui ont un dispositif de participation, c'est ça Oui, voilà. à peu près. Et donc en gros, les autres, si on t'écoute, n'auront pas le droit de distribuer de dividendes. Non. Alors d'abord, je propose de rendre obligatoire la participation pour toutes les entreprises. Donc je propose de rendre obligatoire la participation à toutes les entreprises, à l'exception des entreprises de moins de 11, où je préconise de laisser la prime PEPA, prime pouvoir d'achat. C'est à la main du chef d'entreprise. On est dans une petite entreprise, j'ai de l'argent, je redistribue. J'ai pas d'argent, je ne peux pas redistribuer. Et c'est fait de façon unilatérale par chef d'entreprise. En revanche, pour toutes les entreprises supérieures à 11, je propose de rendre obligatoire la participation. Je propose de renforcer la formule de participation pour les grandes entreprises, pour qu'elle se soit plus rémunérateur. Et pour les petites entreprises, je propose de la simplifier, que ce soit un pourcentage du résultat de l'entreprise, qui est immédiatement lisible pour le chef d'entreprise. Après, il y a beaucoup de chefs d'entreprise, et c'est là où il faut être très transparent. La grande majorité des chefs d'entreprise donnent des primes et des bonus. On ne le voit pas. On le voit pas. Non, mais tout à fait. Qu'ils utilisent ce dispositif-là, qui est désocialisé, défiscalisé, et qui sera... Ça fait partie du problème, ça, Thibault. C'est-à-dire que, alors je le vois, il se trouve que je lisais un article très intéressant là ce matin dans les Échos autour je crois que c'est le numéro 2 européen c'est dans le domaine de la plasturgie, enfin peu importe, Kemwan. Les gars ont des dispositifs de participation qui sont très très impressionnants. 1500 salariés, 10 000 euros par an, boum. Oui, mais ils sont en grève là, parce que les syndicalistes disent non. On veut du salaire, on veut des éléments sur lesquels pèsent les cotisations. C'est pas possible de sortir. On comprend bien la démarche d'ailleurs de l'entreprise, ça lui coûte évidemment beaucoup moins cher, mais c'est pas possible pour le salarié de sortir comme ça des éléments de rémunération de l'ensemble du dispositif de cotisation et de prévoyance. D'abord, c'est vrai, il ne faut pas que ce soit de la cannibalisation sur les salaires. Ben oui, mais c'est à ça que ça ressemble assez souvent quand même. Il ne faut pas que ce soit de la cannibalisation sur les salaires. En revanche, c'est un meilleur partage des richesses produites par l'entreprise. Et donc, c'est pour ça que je tends sur un dividende salarié et je le lie à un deuxième point qui est la fiscalité qu'il faut mettre en œuvre sur le dividende salarié, qui est la fiscalité sur le dividende, pour l'écarter de la fiscalité sur le travail. Après, d'abord, il y a un plafond. Fiscalité sur le dividende, là tu parles du dividende actionnarial. Dans la proposition, c'est les 30%. C'est 30%, et je dis qu'il faut mettre la même fiscalité sur le dividende salarié que je prône, qui est la participation. Parce qu'elle est plus élevée aujourd'hui ? Elle est soumise à l'IRPP. Elle est soumise à l'impôt sur l'équité. Il faut que ce soit mis sur celle du dividende, nonobstant le fait que ce soit, si c'est mis sur un plan d'épargne entreprise, si c'est mis sur un PERCO, il faut que ce soit totalement défiscalisé parce que c'est sur durée longue. Donc ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas que ce soit de la substitution au salaire, mais il faut que ce soit un meilleur partage de la richesse. Et c'est très bien, mais le dividende, pour l'actionnaire, il est une fiscalité
qui est différente que celle du travail. Oui. Et le salarié qui contribue à du dividende de travail, c'est comme ça que c'est marqué dans la loi. Hein. Oui. Dans l'esprit de l'ordonnance 67, c'est du dividende de travail, j'appelle du dividende salarié, il faut que ce soit soumis à la même fiscalité. C'est pour ça qu'il faut un traitement différent. Après, il n'y a pas de risque de cannibalisation. Soumis à la même fiscalité, le prélèvement forfaitaire unique, il est de 30%, d'accord, pour les actionnaires. Il y a quand même, malheureusement, très très peu de salariés français qui sont au-dessus du barème de 30% C'est pour ça que je sur l'impôt sur le c'est pour revenu. ça que je propose une trajectoire de 5 ans pour le ramener à ce niveau de fiscalité, mais je propose également de le doubler, puisque je propose une simplification de la formule de participation qui double le montant enclenché par les Thibaut, entreprises. ce que je trouve pervers, c'est le lien que tu fais entre les deux. C'est-à-dire la première rémunération du salarié, c'est son salaire quand même. Bien sûr. L'actionnaire n'a pas d'autre rémunération que le D'accord. dividende. Bien sûr. Mais il y a un moment où on ne peut plus, ne pas prendre en compte dans la richesse produite les collaborateurs. Mais ils ont un salaire, enfin. Bien pour sûr, ça. mais Stéphane, je rappelle un point, et ça fonctionne comme ça depuis 1967. La participation, la formule de participation, alors je peux la rappeler si tu le souhaites, qui est le bénéfice net fiscal de l'entreprise, moins 5% des capitaux propres, fois 1,5 multiplié par la masse salariale divisé par la valeur ajoutée, je t'ai perdu, peu importe. Formidable. Ah non, Dans j'admire. l'esprit du général de Gaulle et qui anime la répartition est une quote-part du dividende. Ce que je dis aujourd'hui, c'est qu'il faut le renommer, et dans la loi c'est dividende travail, il faut le renommer dividende salarié. Et Stéphane, on peut dire tout ce qu'on veut, mais chaque année, et ça commence maintenant, et on va feuilletonner jusqu'au mois de juin, on va tirer sur les entreprises parce qu'elles auront des résultats records, elles auront des bénéfices records. Moi je propose, c'est de renommer cette participation en dividende salarié, faire en sorte qu'elle soit plus contributive, mais qu'elle reste dans les esprits de 1967. Si tu veux réconcilier les Français avec le capital, si tu veux 67, mais c'est une période de croissance. Là, tu peux avoir besoin d'un soutien actionnarial important. Et alors, c'est une formule. Je ne dis pas que c'est un tiers. Ma formule, c'est pas un tiers, un tiers, un tiers. C'est pas un tiers pour l'entreprise, un tiers pour le salarié, un tiers pour l'investissement de l'entreprise. C'est ce qu'on croit comprendre. Ben non, je le redis et je le dis simplement, c'est pas ça, c'est une quote-part. Je dis, il faut garder la formule de participation, qu'il faut renforcer et la rendre plus contributive. L'intéressement, c'est du salaire. L'intéressement en entreprise, on fixe des objectifs qui peuvent être des objectifs extra-financiers. Quand on arrive en fin d'année, on relève les compteurs, on verse une rémunération complémentaire qui s'adresse essentiellement, qui est une forme de salaire. La participation qui fonctionne dans toutes les entreprises est une quote-part du dividende. Je dis, soyons pas hypocrites, il faut le renommer. Et que ce soit plus contributif sur le partage de la valeur, faisons-les. Aujourd'hui, l'État prend 20% au titre du forfait social. Baissons le forfait social. Permettons aux entreprises de mieux rémunérer au travers de ces dispositifs-là. Après, baissons la fiscalité sur le travail, baissons le poids des charges sur le travail, et peut-être qu'on n'aura peut-être pas besoin de tous ces dispositifs qu'on a mis en place en France pour pouvoir trouver des biais compte tenu de la pression fiscale. C'est ça mon problème. Mais Thibaut, je le dis, voilà. Mais il y a un moment, si on veut que ce soit audible, au moment où on travaille sur un capitalisme rénové, sur le partage de la valeur, nous devons être plus transparents et nommer les choses. Et tout le monde est d'accord avec toi. Enfin, tu as vu beaucoup de monde dans le dernier communiqué de toi que j'ai lu. Là, tu dis, je vois tous les partenaires sociaux. J'ai vu de ça, tous les etc. partenaires sociaux. Tous les partenaires sociaux. Tous les partenaires sociaux sont à l'aise, peut-être pas avec la formulation, parce que mais un dispositif de plus. Quoi. Mais non, c'est pas un dispositif de plus. Mais si tu le rends obligatoire, donc c'est un dispositif qui existe déjà, que j'étends. Après, le patronat, le MEDEF peut pas être confortable avec un dispositif obligatoire, et je le comprends. Néanmoins, il y a bien aussi une volonté de réconcilier les Français avec le capital. Et dans les petites et moyennes entreprises, il faut qu'ils mettent en œuvre les dispositifs d'intéressement et de participation. Les masses salariales vont augmenter de 10% dans les TPE-PME dans les 5 prochaines années. Ils ne pourront pas y arriver s'ils ne mettent pas en place des dispositifs complémentaires. Et après, quand on regarde les politiques, d'abord, je me réjouis que Valérie Pécresse le cite, elle le met en avant. Tout le monde adore ton histoire. Tout le monde le met en avant. Au-delà de la sémantique, ils adorent ça, c'est dirigiste, social. Je pense que réconcilier les Français avec le capital, on est le seul pays au monde où on tire à boulet rouge sur les entreprises parce qu'elles ont des résultats importants et qu'elles redistribuent des dividendes. Voilà, il y a un peu de sémantique. Tu crois que ça calmera un petit peu Bien sûr que ça calmera. Et au lieu d'appeler ça dividende, participation, c'est du dividende. Renforçons-le, rendons-le plus effectif dans les entreprises.
Thibault Langsade était notre premier invité aujourd'hui sur Bismart. On repart les amis, on repart avec Jean-Louis Constanza. Salut Jean-Louis. Bonjour. Je le disais, parce que quand même, il faut faire un petit... Il faut apprendre aux gens quand même qui vous êtes, qui tu es. Je le disais en sommaire, première carrière dans les télécoms, moi, on a commencé à se parler, tu m'expliquais les MVNO, les opérateurs virtuels mobiles, voilà. Tu en avais même fondé un, c'est ça hein, Oui, bien sûr, ouais, 2 même. 2 Ouais. Ah oui, Télé2, mais Télé2 c'était une filiale d'un groupe suédois. Suédois. Mais Voilà, Télé2 qui était fixe d'abord et mobile ensuite, et après j'ai quitté Télé2 pour fonder TEN, qui était le premier opérateur mobile Internet. Tu as participé à la création de Direct Energy? Oui, aussi. Ça m'avait échappé. Ouais. Tu as été Chief Innovation Officer de Criteo. Oui, ça n'a pas duré très longtemps. Mais c'est une boîte fantastique. Hein, mais C'était avant ou après le choc des cookies sur Criteo? C'était le moment où ils se prenaient le... Un peu avant, mais je pense que c'était déjà en préparation. Parce que c'est pas arrivé d'un seul coup, c'était un mouvement lent. Tu as été dans toutes les formidables histoires de notre économie technologique de ces 20 dernières années quand même, hein, Jean-Louis. En même temps, je ne suis pas né non plus il y a 20 ans. Donc... Oui, enfin quand même, c'est bien. Et donc là, on va en parler, Wondercraft. Tu es maintenant, tu es investisseur? Non, je suis opérationnel dans l'entreprise en fait. On a cofondé cette entreprise en octobre 2012 avec Nicolas Simon et Mathieu Masselin qui sont les visionnaires techniques, mais pas que ça, hein, Mathieu dirige l'entreprise maintenant, Nicolas l'a dirigé avant. Moi, à ce moment-là, j'ai apporté un peu d'expérience et je rejoins l'équipe en tant que personne qui travaille vraiment fin 2015. Stratégie, produit, marketing et relations investisseurs. Ouais, et c'est là où tout ce que je viens de décrire là, sur ton parcours, j'imagine qu'il est important dans la relation investisseur. En fait, il y a beaucoup de choses qui font que Wondercraft est bien sûr pour moi ce qu'en japonais on appelle un ikigai, c'est-à-dire l'entreprise de ma vie. Et en particulier, on va y aller sur l'histoire personnelle, l'histoire personnelle, mais même c'est vrai que c'est une jeune entreprise qui est à la pointe de plusieurs domaines, vraiment à la pointe. C'est pas un peu à la pointe, c'est qu'on est vraiment aux frontières de la science. Donc c'est une entreprise où il faut vraiment s'engager à fond. Et c'est plutôt bien quand on a mon âge de faire un travail opérationnel plutôt que d'être seulement investisseur. On va le voir tout de suite. Alors on va voir 2 vidéos, mais alors on va commencer par la deuxième qui est effectivement. Alors c'est une vidéo de la BBC, je le précise tout de suite, où tu es avec ton fils, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. On va voir ça. Elle va arriver, voilà. Et donc, c'est à ton fils que tu mets l'exosquelette, comme ça, on va voir exactement, même si on l'a déjà vu, hein, et Mathieu est venu nous voir régulièrement, l'exosquelette. Et donc, c'est ton fils, en fait, qui... voilà, mon fils est... d'une maladie. Voilà, il a une maladie, une neuropathie génétique, et depuis pas mal d'années, depuis qu'il a 5 ans, là, sur cette vidéo, il a 16 ans, c'était l'an dernier, il essaye l'exosquelette pour la première fois. Et c'est l'objet d'une longue histoire, puisque c'est grâce à lui que je suis rentré dans cette histoire. Donc c'est l'un des fondateurs de Wondercraft, en fait, aussi. C'était un jour, il t'a dit, papa, faut me faire un truc qui me permette de marcher. Quand on lui a offert son premier fauteuil roulant, il m'a dit, papa, t'es ingénieur en robotique, fais un robot. Et la marche, c'est vraiment un des phénomènes les plus difficiles à reproduire en robotique. Voilà. C'est un des grâles de la robotique. C'est très complexe, la marche humaine. Et moi, j'étais incapable de répondre à sa question. J'ai été voir ce qui se faisait dans le monde. Il y a des exosquelettes de première génération qui tiennent debout avec des béquilles. Donc, ça limite énormément l'usage en hôpital et dans la rue. Et j'ai rencontré Nicolas Simon, qui avait une histoire comparable à la mienne, et qui était déjà en complicité avec Mathieu Masselin. Comparable à la tienne, c'est-à-dire lui aussi, il a un enfant qui va avoir besoin de cet exosquelette. Ils sont beaucoup plus jeunes que moi, donc ils ont des membres de Nicolas a des membres de sa famille. Ouais. Nicolas et Mathieu avaient fait Polytechnique, ils en sortaient, et Nicolas avait un concept complet qui était basé sur une exploitation très profonde des mathématiques et de la physique pour faire un robot marcheur. Et on s'est lancé là-dedans parce que c'était pour nous la seule réponse pour redonner de l'autonomie et de la santé, ce qui est un facteur très important aussi, aux gens qui ne marchent plus. Je prends pas mal la question, mais alors tiens, ce qui me permet d'ailleurs de rendre hommage à une entrepreneuse incroyable qui s'appelle Karen Ayash, qui, alors elle, sa fille était atteinte d'une maladie
très très grave, maladie orpheline, hein, comme on appelle, et qui a quitté tout ce qu'elle faisait avec son mari pour monter une boîte pour trouver le traitement. Elle n'était absolument pas biologiste ni rien. Monter une boîte pour trouver le traitement, elle l'a malheureusement trouvé trop tard. Est-ce que, enfin, il y a énormément d'émotions dans la gestion de la boîte quand tu as de tels enjeux, Jean-Louis. Est-ce que ça ne te rend pas moins efficace? Est-ce que, enfin, tu comprends ce que je veux dire? Je comprends très très bien. Il ne faut pas que ça soit un personnel business en fait. Voilà. Et très très vite, d'abord, ça faisait des années que j'étais avec Oscar, pour mon plus grand bonheur. Donc le sujet d'être en fauteuil roulant, c'est un sujet auquel je suis habitué. Ensuite, dans une entreprise, il y a plein d'éléments qui font qu'on garde la tête froide. On a des investisseurs et puis surtout, on a très vite des patients. Donc aujourd'hui, Wondercraft a dû faire marcher entre 400 et 500 personnes. Et ça augmente d'une façon exponentielle puisqu'on distribue de plus en plus d'exosquelettes aux hôpitaux. Vous en avez combien là? J'ai vu une quinzaine qui tourne à peu près. Voilà, Donc on fait marcher des gens. On va ouvrir une salle de marche avec BPE et l'IRM très bientôt où les gens pourront venir. On est dans pas mal de pays maintenant. Et donc très vite, ça devient un business au sens noble du terme. De toute façon, si à un moment donné, on veut aider des gens de notre famille à marcher, il faut vendre des milliers d'exos, puisque pour avoir les bons coûts, la bonne qualité et un produit durable, il faut être sur le marché. C'est l'industrie. Ouais. Voilà, Oscar et la famille de Nicolas sont des prétextes de démarrage. Au tout début de cette incroyable aventure Wondercraft, je me souviens que l'entreprise, Mathieu Masselin, j'avais essayé de l'appeler, était très réticente à communiquer, parce que justement, il y avait cette idée de tout ça va être lent, on ne veut surtout pas donner de faux espoirs. Tu confirmes ça, Jean-Louis? Il y a eu une grande prudence. Sauf la lenteur. Et on va voir une vidéo là-dedans, mais je te laisse répondre, puis on va voir une vidéo très spectaculaire que j'ai chopée en regardant un petit peu tout ce que vous faites. C'est vraiment très important, parce que, et nous, Nicolas et moi, et Mathieu aussi, on connaît très bien cela. Quand on est en fauteuil, d'abord le fauteuil, il ne faut pas prendre ça seulement comme une survivance du passé. Quand quelqu'un a un fauteuil, son premier fauteuil, il ou elle trouve une liberté. En fait, le fauteuil, c'est quand même un instrument de liberté pour les gens qui n'ont pas la marche. Donc, le fauteuil, c'est un bel outil. Nous, ce qu'on essaie de donner, déjà, c'est une option. Une option pour avoir une locomotion plus pratique. Bien sûr. Et aussi pour se soigner, parce qu'en fauteuil, des pathologies naturellement te tombent dessus, cardiovasculaires, digestives, etc., du simple fait d'être en fauteuil toute la journée. Voilà. Donc, on fait très attention à ça. La deuxième chose à laquelle on fait attention, c'est quand on est dans le fauteuil, il faut s'organiser. Il faut organiser une vie qui est axée là-dessus. Et des gens en fauteuil sont tout aussi heureux, voire plus, que des gens qui ne sont pas en fauteuil. Enfin, il n'y a pas de raison. Si on arrive avec une technologie ou un traitement qui n'est pas encore prêt, on peut faire du mal aux gens parce qu'ils vont se déconcentrer de leur projet de vie, en fait. Donc, on a toujours fait attention à ne pas communiquer de façon, start-up. Hein, on annonce des choses, etc. Exactement, ouais, c'est tout à fait ça. Et on commence à communiquer au moment où on est près du but. Et c'est ce qu'on fait. Non, mais c'est super intense ce que tu me dis. C'est-à-dire, ouais, c'est ça. Enfin, pardon, hein, je réfléchis à tout ce que tu viens de dire, parce que je trouve ça très, très intéressant. C'est-à-dire, il ne faut pas priver les gens de la capacité qu'ils ont à trouver le bonheur en fauteuil, en étant sans arrêt dans l'attente de vos dispositifs qui sont perfectionnables. Mais regarde, alors elle est passée déjà une fois, mais elle est passée trop vite. Vous faites un truc, on va la voir là, la vidéo. C'est ultra spectaculaire la façon. Regarde ça. Donc le gars qui se lève, hop, il se met avec une facilité de dingue, et voilà, et il va faire sa toilette. Et voilà. Ça quand même, c'est très troublant, quoi. Oui, c'est-à-dire que là, on comprend le gars, là, et ça y est, il va aller prendre le métro, il va aller. C'est très spectaculaire, quand même. La science et la technologie sont là. En fait, il faut bien voir qu'il y a 20 ans, la science n'existait pas pour faire ça. Les maths et la physique sont récentes pour arriver à faire marcher vraiment un robot. Le robot, l'exosquelette qui est sur la vidéo, c'est notre modèle de rééducation. On voit bien qu'il est encore, c'est pas un mannequin de défilé. Hein. Il est encore assez gros, il est optimisé pour l'hôpital et pas pour évoluer dans un appartement. Le gars, il est dans sa cuisine, il est au pied de son lit. Grâce aux maths, en fait, on arrive à lui faire, là, aujourd'hui, tout ce qu'il faut faire dans un appartement. Y compris, vraiment, on analyse avec les gens en fauteuil le chemin de vie minute par minute pour arriver à avoir toutes les fonctionnalités qu'il faut. Il ne faut pas une rupture dans le chemin.
il faut faire toutes les fonctionnalités. Sinon, on va leur vendre une voiture qui ne tourne pas à gauche. Elle fait tout, elle a le cuir, la clim, etc. Elle ne tourne pas à gauche, on ne peut pas s'en servir. Donc, faire un tour sur ça. Voilà, donc il faut pouvoir marcher sur un terrain un peu irrégulier, il faut pouvoir aller aux toilettes, il faut pouvoir se lever le matin, si possible en autonomie, etc. Et sur cette vidéo, on voit, et c'est pour ça qu'on commence à sortir du bois, parce qu'on se sent légitime, on sait à peu près faire, bien que ce soit l'exo qui est optimisé pour leur éducation en hôpital, à peu près toutes les tâches qu'on fait en appartement. Cette année, on va travailler sur un prototype de la future version, la 4e génération de prototype déjà, pour l'emmener dans la rue. Dans la rue, il faut marcher sur des sols irréguliers, se diriger de façon intuitive, ne pas tomber. Quelques autres choses, par exemple, prendre un taxi, c'est pratique. Voilà, donc c'est ça qu'on est en train de démontrer, et on espère arriver au bout assez vite pour pouvoir avoir un produit qui est assez fin, très agile, et puis qui se laisse oublier et qui permet aux gens en fauteuil de ne plus être en fauteuil quand ils le souhaitent, en fait. Juste un mot, parce qu'on ne l'a pas expliqué, ce qui déclenche le mouvement. Alors, en fait, on voit sur la vidéo, on utilise les mouvements du haut du corps, et quand la personne ne peut pas bouger le haut du corps, on peut même mettre un capteur sur une casquette pour qu'elle exprime son intention. Voilà, donc, je me penche un peu en avant, je me mets en marche. Je suis assis, je veux me lever, je me penche un peu en avant, et si je tourne les épaules, je vais tourner. En gros, c'est ça. Et puis après, il faut changer de mode, parce que donc il y a 3-4 modes, il faut que ça reste simple. Donc quand je suis assis, si je veux me lever, je passe en mode je veux me lever. Et quand je suis debout et que je veux marcher, je passe en mode je veux marcher. On peut le faire avec une télécommande, avec un écran ou à la voix. Et oui, c'est ça, parce que non, mais alors avec une télécommande, mais l'idée fondamentalement, c'est vraiment de reconstituer une marche naturelle. Et que, alors je ne sais pas comment tu l'appelles d'ailleurs, le patient, le malade, le client, j'espère qu'un jour tu pourras l'appeler le client, ne ressentent rien de différent que ce que nous, valides, on peut ressentir en marchant. C'est ça l'idée, hein, Jean-Louis, c'est ça la recherche en fait. Oui, bien sûr. Alors la personne va ressentir des choses différentes parce qu'elle a une forme de pathologie. Mais il faut qu'il ou elle puisse avoir une locomotion complète. Donc, c'est pas seulement marcher, hein, c'est marcher de façon fluide, avoir des transitions entre le moment où on tourne et le moment où on remarche qui soient fluides. Et encore une fois, résister à la chute, c'est vraiment important. Il ne faut pas tomber. Alors, financement de l'ensemble de cette opération. Donc, comme tu dis, on ne fait pas de communication start-up. Là, vous avez annoncé une levée de fonds de 40 millions d'euros. On se lève à peine maintenant, c'est le cas de le dire. On se lève à peine pour 40 millions d'euros aujourd'hui. Est-ce que... alors là aussi, j'ai une autre référence, c'est Bertin Naoum, que tu connais forcément, MedTech à Montpellier. Lui fait des robots chirurgicaux de très haute précision, notamment pour son premier qui s'appelait Rosa, pour la chirurgie du cerveau. Et à un moment, il s'est retrouvé face à une impasse de financement. Et à un moment, il a dû vendre son entreprise, alors à une grande boîte qui la développe très très bien. Comment est-ce que tu vois justement, avec ton expérience, la progression et le financement de Wondercraft? Alors, il y a une grande différence entre Wondercraft et beaucoup de boîtes de MedTech, dont MedTech, ouais. De Bertin. C'est que l'histoire de Wondercraft commence par la distribution d'exosquelettes de rééducation aux hôpitaux. C'est un business vraiment important, d'abord parce que ça nous permet de vendre des choses, donc de montrer qu'il y a des gens qui sont prêts à payer pour notre technologie, qui sont des agences de santé, des fondations d'hôpital, etc. Mais en fait, le plan de Wondercraft, c'est de vendre aux gens en mode remboursé par des systèmes de santé publics ou privés. Il y a déjà pas mal de pays qui ont ouvert des remboursements potentiels pour les exosquelettes, dont l'Allemagne et les États-Unis, ce qui est en gros la moitié du marché mondial, les deux ensemble. Je pense que la France n'est pas très loin, mais aux gens. Et les gens, ce n'est pas des milliers d'hôpitaux, ce sont des millions de personnes. Donc, oui, mais c'est là où il y a un sujet justement de monter à l'échelle, d'industrialisation. Oui, c'est là qu'est le sujet en fait. Oui, mais exactement. Ça, c'est un moyen, c'est pas une fin. Les gens sont une fin. Oui, non, mais on est d'accord. Et là où il faut trouver le moyen. Beaucoup de MedTech ne vendent qu'aux hôpitaux. Donc avec des milliers de clients potentiels, nous on en a des millions. Donc le potentiel de Wondercraft est vraiment élevé. Surtout que ce qui nous caractérise, c'est qu'on a une avance importante sur le reste de l'industrie. Technologique, mais aussi dans les usages, puisqu'on fait des choses, comme on l'a vu sur la vidéo, qui ne se font pas ailleurs. Donc oui, il y aura besoin d'investissement et de soutien pour industrialiser et aller chercher tous ces marchés internationaux. Mais notre premier plan, qui est
de servir les hôpitaux nous permet déjà d'être aux États-Unis. Là, on sort d'un salon aux États-Unis où on a eu vraiment un énorme succès parce que la plupart des médecins ne connaissaient pas encore notre solution. En France, notre développement est rapide, dans certains pays européens aussi. Donc, encore une fois, sur notre chemin, il y a des enjeux, mais ce ne sont pas vraiment des défis à la hauteur de ce qu'on résout par ailleurs sur le plan technique ou dans la relation, l'interface avec le patient, qui sont là vraiment des percées technologiques. Et des milliards disponibles ne changeraient rien, en fait, aux défis que vous avez devant vous. C'est ça que tu nous expliques. Oui, c'est très juste. À ce stade, en fait, tu sais mieux que personne que c'est un vieux dicton, hein, 9 femmes enceintes ne font pas un enfant en un mois. Donc, je connaissais pas. Sérieusement, on a une soixantaine d'ingénieurs et filles et garçons, on est très équilibrés d'ailleurs, en développement. Et si on en mettait 600, on n'irait pas du tout 10 fois plus vite. Voilà, c'est ça. À ce stade, notre dernière levée de fonds nous permet de monter en régime pour finir l'exo-personnel. Après, il y a une phase d'industrialisation qui, honnêtement, en France, n'est pas facile parce que l'écosystème français dans ces technologies-là, on peut dire qu'il s'est évanoui dans les 30 dernières années, comme tu le sais. Donc, ce n'est pas facile de trouver des gens compétents. Il va falloir recréer des choses ou aller à l'étranger, ce qui n'est pas notre objectif principal. Et puis, voilà, faire un développement commercial comme toutes les boîtes qui ont réussi. Ce serait plus simple en Allemagne. Pas forcément. Ce serait plus simple en Asie, ça évidemment, mais ce serait plus simple en Allemagne. Simple. On est au centre de Paris, ça serait plus simple dans la banlieue parisienne, pour être honnête. La distance entre les sites d'une entreprise, c'est un facteur critique. Et la distance au début d'une carrière, d'un produit, entre le site de production et la recherche et développement, si ça peut se compter en centaines de mètres, c'est quand même beaucoup mieux. D'accord. D'accord, c'est encore ça le sujet aujourd'hui pour toi. toi. Bien sûr. Plan de relance qui, là, arrive, monte en puissance, etc. Est-ce que ça peut t'intéresser? Comment est-ce que tu regardes? Il y a Bruno Bonnell, là, qui, à la fin de la semaine dernière, a donné un peu le mode d'emploi de ce qu'il veut faire. Nous sommes là pour prendre des risques, dit-il. En fait, on pourrait penser qu'une entreprise comme la nôtre a des investisseurs qui sont aussi là pour prendre des risques. Ouais. Simplement, pour un investisseur aujourd'hui, le réflexe normal depuis 20 ans, c'est de dire, écoute, prends ton design, va à Shenzhen, à Taïwan ou à Singapour, porte-le, et là-bas, tu as un écosystème complet qui, en 2 mois, va te construire une chaîne d'approvisionnement, une supply chain. Donc, alors qu'en France, c'est vrai que, moi, comme je disais tout à l'heure, je ne suis pas tout jeune. Je me rappelle un moment où il y avait des écosystèmes de production dans des domaines même très technologiques. Il y a des choses à reconstruire. Donc, la partie reconstruction me semble être un objet public, collectif. Les entreprises, surtout les petites, ne peuvent pas tout recréer. Mais ça va prendre trop de temps pour vous, ça? Pas forcément, parce qu'on est déjà très prêt. On produit nous-mêmes, hein. On produit nous-mêmes nos exosquelettes. Oui, mais j'entendais Mathieu là, qui racontait, mais en même temps, où que tu sois, tu t'arraches les cheveux pour aller chercher les composants. En ce moment, la difficulté très particulière qu'il y a à aller chercher les composants un petit peu partout. Effectivement, tu te dis, si tu étais au milieu d'un écosystème asiatique où tu as juste à traverser la rue, comme tu le disais, pour aller chercher la puce qui te manque, ça accélère les choses. Mais en tout cas, pour moi, c'est un enjeu. Alors, pour moi, cette fois-ci, je change de casquette en tant que Français. C'est vraiment un enjeu important parce que, quitte à créer des écosystèmes industriels, autant les créer dans des industries qui ont un futur vraiment dégagé devant elles. La robotique, pour nous, ça va pas être que des exosquelettes pour faire marcher les gens qui ne marchent pas, même si c'est notre métier et qu'il y a un énorme marché. Ça va être beaucoup plus. Et si on veut créer un écosystème qui ait de la valeur, où on a des atouts en France, on est très bon en maths, encore un peu, j'espère que ça va durer. On est très bon en physique, on a des équipes médicales de premier plan, on a des villes qui sont très très mal adaptées au handicap, donc il y a un besoin très fort. Donc on a des atouts, et c'est un marché qui va exploser, qui n'est pas encore inatteignable. Donc créons un écosystème industriel de robotique. J'agite mon drapeau pour Bruno. Non, mais Bruno, Bruno Bonnell, que tu connais forcément, et il était au cœur de la robotique avant de se dire, tiens, je vais essayer de servir mon pays autrement en faisant un peu de politique. Mais je pense qu'il y pense lui aussi énormément. Juste un dernier mot, parce que c'est intéressant, j'entendais ça aussi, Mathieu qui expliquait, sur parce qu'à un moment, c'est cette question qui est passionnante aujourd'hui sur, mais combien ça peut valoir de pouvoir à nouveau marcher, sur le prix de l'ensemble de ces dispositifs. Et en fait, je crois qu'il y a des assureurs qui sont rentrés à votre capital, c'est ça Exactement. Notre levée et c'est avec eux que tu vas pouvoir faire du pricing, finalement. Ça va être très intéressant, ça. Oui, en fait, on va travailler le pricing. D'ailleurs, le pricing, il est dicté par les coûts. Donc,
à la base, il faut quand même que ça coûte moins cher que ce qu'on va essayer de le vendre. Oui. Donc, c'est pour ça que l'industrialisation est vraiment une phase très, très importante. Nous, ce qu'on vise, ce sont des coûts qui permettent de vendre au prix d'une voiture et pas au prix d'une voiture de course. Et donc, pour ça, mais c'est faisable. Hein. En fait, un exosquelette, c'est... Parce que, alors, ce serait divisé par 10 le prix par rapport à ce que vous faites aujourd'hui. Plutôt par 5. Par 5, d'accord. 4 à 5. D'accord. Ce qui n'est pas du tout idiot en industrialisant un produit, en passant de les produire de 10 par 10 à 1000 par 1000. Absolument. C'est l'ordre de grandeur auquel on s'attend. Donc, c'est faisable. Et bien sûr, on commence à discuter, évidemment, pour l'exosquelette de rééducation, qui est aujourd'hui en vente, mais surtout pour l'exosquelette personnel, en France, aux États-Unis et dans d'autres pays, avec les assureurs publics et privés, pour être sûr qu'on ne va pas le diffuser à une petite frange de patients, ce qui est par exemple aujourd'hui le cas beaucoup des fauteuils roulants électriques, mais à une grande partie des patients, et trouver un jeu intelligent avec les assureurs pour qu'on soit dans une boucle vertueuse où en fait on va produire pour moins cher, mais comme on va en faire plus, eh bien, tout le monde y gagne. Et c'est pour ça qu'on est très content de voir la quasi-totalité, enfin tous les grands assureurs mutualistes français qui nous ont rejoints au capital, ce qui est un fort indicateur du fait qu'ils sont vraiment intéressés par ça. Mais oui, et puis il y a, enfin bon, c'est une histoire qui porte tellement d'amour, on peut le dire, voilà, de choses positives, d'enthousiasme, d'aventure. C'est extraordinaire, non? C'est extraordinaire. Oui. On est tous très contents. On est tous très contents de travailler. Ça ne doit pas être très compliqué de recruter. Allez, tiens, ma dernière question. Alors, c'est difficile de recruter parce qu'on recrute des gens qui sont vraiment forts, pas seulement en R&D, mais aussi beaucoup en R&D, en robotique, en maths, etc. Ouais, mais tu leur apportes, enfin... oui, bien sûr. Je sais pas, on me dit partout, ouais. Ils sont en quête de sens, le sens. Oui, j'ai rarement vu. Un problème, oui, voilà, j'ai rarement vu une boîte qui en porte autant, quoi. Mais on recrute aussi beaucoup de gens dans le domaine clinique, dans le domaine réglementaire, on recrute des commerciaux. Bien sûr, oui, on peut recruter facilement, mais en regard de ça, on a une technologie qui est très très pointue. Et donc, il faut aussi croire à notre histoire, parce que tout n'est pas sur la table à l'instant T. On ne copie pas le produit d'un autre, si tu veux. Jean-Louis Constanza, donc cofondateur de Wondercraft, était notre invité sur Bismart. Et on termine cette émission donc autour des ressources humaines avec Marion Chopin. Salut Marion. Marion qui est déjà venue nous voir, Marion que je suis depuis le tout début. Exact. Tout début. Exact. Hein, tout début. Lysonne Léon, puisque au début, comme souvent d'ailleurs, les bonnes idées, je ne comprenais rien à ce que tu racontais. Je m'en souviens très très bien de notre première interview. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'anti-glace d'or? Ah, génial. Est-ce que c'est l'anti-glace d'or Écoute, c'est la façon dont tu nous avais présenté au tout début. Ah, déjà? Et je ne sais pas pourquoi tu nous avais dit ça. Je croyais avoir comme quoi j'ai de la constance alors. Et effectivement, en fait, ce qu'on veut, c'est réenchanter le monde du travail, réenchanter l'entreprise. Et en fait, c'est ça, c'est l'anti-glace d'or parce que c'est un réseau à impact social uniquement positif. Ce qu'on veut mettre en lumière, c'est les belles forces dont tu disposes dans l'organisation et qui tu es. On est tous une belle personne, il faut le faire savoir. On a envie de s'épanouir au travail. C'est exactement ça. Et donc, raconte le principe, comment ça marche? Parce que j'imagine que tu as évolué depuis maintenant 2-3 ans que je suis ton aventure et ta progression. Le constat, simplement, c'est de dire qu'aujourd'hui, l'asset le plus sous-utilisé dans le monde, c'est le potentiel humain. Et donc, c'est ça qu'on va réveiller. Et comment on le fait? Grâce à toi, grâce à n'importe quel collaborateur, on va te demander de prendre le temps d'observer ton collègue sous son meilleur jour, de lui écrire un compliment fort, un léon, de 140 caractères minimum, qui a un impact fort. Ensuite, on a une intelligence artificielle qui va analyser la sémantique de ce message pour en extraire tes forces, tes compétences comportementales. Et toi, en tant qu'individu, tu auras la cartographie de tes forces. Donc, vue par tes pairs et sur des expériences hyper concrètes. Recommence. Alors, on reprend. Quelqu'un que j'apprécie particulièrement dans l'entreprise, je vais donc écrire pourquoi je l'apprécie particulièrement. C'est ça le sujet. Mais ce message, il sera anonyme? Ce message est anonyme. D'accord. Celle ou celui qui reçoit le message ne sait pas que ça vient du boss ou du collègue. D'accord, ok. Pourquoi? Pour capitaliser sur la beauté du message et enlever un des biais cognitifs connus, ce qui est le biais d'interprétation. Et voilà.
Si c'est mon manager qui me dit « ouais, c'est pour me motiver, parce que c'est la crise, parce qu'il a besoin que je sois plus performante », non, en fait, prends conscience de qui tu es sous ton meilleur jour. C'est comme ça que tu seras épanoui. C'est comme ça que tu vas te dépasser. Biais de... Alors, comment tu as appelé ça? Biais de... D'interprétation. Biais d'interprétation ou biais, je veux dire trivialement, biais de cirage de pompe aussi. Aussi. Voilà. Le manager qui reçoit un message, bon ok, il ne sait même pas s'il doit en tenir compte. Alors que si c'est anonyme, il sait qu'il peut en tenir compte. Exactement. Et puis, il y a ça, et puis il y a autre chose aussi avec la transparence à tout va. C'est qu'en fait, ça peut entraîner ce jeu de la compétition en interne, de la vanité, etc., d'avoir toujours plus, mieux que l'autre. Non, en fait, c'est pas ça qu'on veut. C'est toi, en tant qu'individu, prends compte de ta singularité. C'est comme ça que tu vas performer. Et alors, là encore, donc, la masse de messages que va recevoir chaque individu reste là aussi secrète. C'est-à-dire, s'il y en a un qui en a 50 et un autre qui en a 2, personne ne le sait. Bien sûr. Personne ne le sait. C'est vraiment un réseau à impact social positif. C'est l'inverse de Twitter, c'est 140 caractères minimum. Et la force qui s'est passée dans le Covid, en fait, c'est que on a, avec la data, parce que c'est ça ce que tu viens de mettre en lumière, c'est qu'on a de la data hyper qualifiée. Il n'y a aucune plateforme aujourd'hui qui a des milliers de messages chaque jour uniquement positifs, qu'on vient analyser. On va s'assurer qu'ils soient extrêmement positifs. C'est ça le sujet. Et en fait, lors de la crise, les collaborateurs ont relu leur Léon. En fait, ils les ont relus, donc ça te fait du bien. Et il y a un utilisateur, il y a 2 jours, qui disait « En fait, c'est simple et pourtant si puissant ». C'est ça, en fait. C'est vraiment ça. Ça te donne une énergie de dingue, vraiment, pour ta journée. Les gens relisent leur Léon. Mais alors, attends. Encore une question pratique. Ouais. Tous les messages sont écrits spontanément ou t'envoies des petites alertes en disant tiens, aujourd'hui, écrivez un message si vous y pensez, ou etc. Comment ça se passe? Ouais, super question. En fait, avant, non, c'était complètement spontané. Moi, j'étais là, mais il existe en chacun d'être humain une potentialité innée à la bonté, à l'empathie et à l'altruisme. C'est Jacques Lecomte qui le dit, docteur en psychologie positive. Donc moi, hyper naïve, c'est une force aussi. Je me dis génial, je mets entre les mains une super outil, tout le monde va l'utiliser. Et en fait, il y a un truc sur lequel on a beaucoup travaillé, c'est sur l'usage, en fait. Donc on va inciter, c'est vrai, on va de temps en temps inciter l'utilisateur. Parce que tu sors d'une réunion, on fait des partenariats, par exemple, avec certaines grandes entreprises. Donc suite à une réunion, hop, on va t'inciter à envoyer un Léon. Mais ça te fait du bien, en fait. C'est tout le sujet de la gratitude. C'est prends le temps de te rappeler qu'est-ce que cette personne a fait de bien. Et la gratitude, ça impacte quoi? Le préfrontal, donc le siège de l'intelligence. Vraiment, c'est ça. C'est qu'il y a des utilisateurs qui ont plus l'habitude que d'autres et d'autres qu'on va aller chercher. C'est ça tout le sujet de l'usage, en fait. Et ensuite, tu dois, alors ça c'est le propre des réseaux, créer un cercle vertueux, celui-là. Ouais. Où tout à coup, là, j'en reçois, donc j'ai envie d'en émettre, etc. Exactement. Mais il faut que ça se maîtrise. C'est le flower power dans l'entreprise. Ouais, exactement. C'est merveilleux. Mais au-delà de ça, parce que tu le sais peut-être, mais aujourd'hui, dans les applis, il y a une myriade d'applis de bien-être au travail, etc. Et en fait, seulement 2% d'entre elles sont testées scientifiquement pour bien mesurer l'impact. Et donc, très tôt, on a fait un partenariat avec l'Université du Québec à Montréal pour mesurer l'impact que ça a sur la santé mentale des collaborateurs et sur la performance de l'entreprise. Bilan, Lisan Léon simultanément augmente la performance et le bien-être des collaborateurs. Donc ce n'est pas que le power power, c'est vraiment en tant qu'entreprise, lorsque j'ai conscience de quelles sont les forces, les compétences comportementales de mes collaborateurs, et si je les développe, bah bien sûr que derrière, ma performance va être là. Et bien sûr qu'en temps de crise, je vais encore plus tenir, en fait, parce que j'ai aussi ces liens informels, renforcer ces liens informels, dont on a tous besoin pour être à l'aise et pour performer. Mais tu peux les citer ou pas parce que tu les cites, tes grands clients, les grandes entreprises dont tu parles là. Oh, bien sûr, oui, bien sûr. Airbus, BNP Paribas, c'est quand même... Bien sûr, et Bank of Canada. Alors, il y a quelque chose d'hyper intéressant pendant la crise, c'est les services desk. En fait, on a sous-estimé ça, mais c'était des employés qui ont été sursollicités pendant le télétravail. Et donc, en fait, les CIO de grandes boîtes nous ont demandé de mettre en place l'Union aussi pour ces collaborateurs-là, en fait. Et à la fin de leur signature, il y a écrit « Send me a Léon » ou « Envoie-moi un Léon ». Et donc, ça a fait aussi beaucoup de bien. Qu'est-ce que tu appelles les services desk? C'est-à-dire, ah oui, ceux qui ne sont pas directement opérationnels, mais qui concourent à la marche de l'entreprise, d'accord. Les services généraux, comme on dit. Oui, voilà. C'est ça. Et aussi, lorsque tu as un problème IT avec ton téléphone, parce que chez toi, tu vois, c'est ça. Je comprends. Oui, on peut les citer. Après, aussi, il y a quelque chose aussi d'intéressant, c'est qu'il y a des associations qui ont fait appel à Lisan Léon et aussi des PME, des plus petites entreprises. Donc, ça ne touche pas uniquement que les grands groupes. Vraiment, c'est un besoin universel, le besoin de reconnaissance.
sens. Parce que tu en vois bien le potentiel quand même dans les grands groupes. C'est plutôt fait pour les grands groupes, non? Je t'assure que non, parce qu'en fait... Parce que si tu es une dizaine de personnes, tu vas savoir assez vite quand même qui t'envoie Et le c'est pas message. grave, en fait. Par exemple, notre Léon, il est anonyme, mais tu peux le signer si tu as envie, bien sûr. Mais tu peux le signer si si tu as tu as envie. Voilà, mais au final, quand tu regardes, il y en a très peu qui sont signés. Et en fait, c'est aussi, il y a cette partie des compliments qui te font du bien de toute façon, que tu sois une petite ou une grande entreprise. Et puis, il y a la cartographie de tes forces. Parce Alors qu'on voilà, va oui, t'aider. raconte-moi la cartographie de tes forces, justement. C'est quoi ça? Tu sais, les forces signatures, c'est ce que tu fais bien spontanément et qui te donne de l'énergie. Et donc, c'est ça qu'on va aller chercher chez le collaborateur. Et on va te donner du contenu pour te donner aussi des tips pour améliorer cette force-là. Tu vois l'inverse, qui est de développer tes points faibles ou tes feedbacks constructifs. Non, mais vraiment, on assume l'accent sur le feedback positif et donc te développer sur tes forces. Donc, tu as une cartographie de tes forces qui va évoluer dans le temps en fonction de l'ensemble des léons que tu reçois. Bien sûr, elle est intelligente, cette cartographie, elle est pondérée par rapport au nombre d'occurrences de forces que tu reçois, etc. Et c'est avec ça, on travaille effectivement à la recherche pour s'assurer que ce qu'on fait, ça a un impact sur l'individu. Oui, voilà, c'est ça. Il ne faut pas que ce soit un gadget de plus. Non. Comme tu dis, en plus, ils sont sursollicités par l'ensemble de ces gadgets RH aujourd'hui, dont certains sont passionnants. Mais enfin, il faut trouver le temps, en fait, d'y répondre. Exactement, non, et on veut pas être... Il faut qu'il y ait une réelle efficacité mesurée, mesurable pour les services RH. Et donc, quand vous allez mettre en place Léon dans votre équipe, on va ensemble, avec l'Université du Québec à Montréal, mesurer l'impact que ça a sur vos équipes, sur la santé mentale de vos équipes. Et nous, on pense quelque chose, c'est que si on développe l'estime de soi de chaque être humain, eh ben, on sera capable d'animer cette flamme chez chaque humain pour créer un monde plus positif et un monde plus humain. C'est exactement ça. Et je pense que la nouvelle génération, ce dont elle a besoin, c'est ce supplément d'âme. Et c'est ça qu'on fait avec Listen Léon. C'est étonnant avec toi, Marion, mais c'est pour ça que... Non, je vais le dire brutalement, ça pourrait être un discours total bullshit. Et en fait, tu l'exprimes avec une telle conviction que je suis convaincu. En fait... Non, mais c'est ça le truc, tu comprends? Mais on n'est pas dans il faut mettre le potentiel humain, bien sûr. En fait, vraiment, c'est que c'était une intuition. Attends, un mot, parce qu'on est au bout et je veux quand même savoir comment est-ce que, dans ta croissance, c'est-à-dire, ils sont sursollicités, les équipes RH. Comment est-ce que, enfin, je veux dire, tu vas taper aux portes, tu mets les pieds dans la porte En fait, on croit beaucoup, parce que comme c'est un sujet qui pourrait te paraître un peu lunaire ou un peu bisounours, il faut absolument que ce soit nos propres clients qui nous recommandent. Donc en fait, on a créé un club de leaders positifs qui mettent en place, qui recommandent Listen Léon à leur entourage. Et ce ne sont pas exclusivement les ressources humaines. Tu vois le truc, c'est-à-dire que c'est n'importe quel directeur de magasin, n'importe quel manager qui a envie d'offrir Léon à ses collaborateurs et qu'il met en place. Pourquoi je parle d'offrir Léon? Parce qu'on a vu aussi quelque chose pendant la crise, c'est que les collaborateurs, ils utilisaient notre application aussi dans leur sphère privée. Donc cette frontière vie pro, vie perso qui est en train... Dingue. Pourquoi? Parce qu'en fait, on touche à un sujet universel qui est le besoin de reconnaissance. Tout le monde en a besoin, à différents niveaux, mais tout le monde en a besoin. Et donc, on a créé une application très facile d'utilisation qui est au service du collaborateur et pas au service du manager ou des ressources humaines. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de données cachées qui sont uniquement pour les ressources humaines. C'est ça la force. C'est vraiment créer une application B2B, mais B2C également. Tu vois le truc? Bah ouais, je le vois super bien. Et tous, on l'a vu, c'était Be Smart, les amis. Pour terminer avec un grand sourire, celui de Marion Chopin. Et on se retrouve demain.